Notre famille est notre base, parce que notre histoire et passé familial font intrinsèquement partie de nous. Nous sommes le fruit de ce passé et de notre environnement. C'est pourquoi j'ai trouvé cela important de donner la parole à une hypnothérapeute et énergéticienne pour comprendre ce qu'on appelle des blessures transgénérationnelles. Elisa Hérin exerce à Paris depuis quelques années. Elle intervient sur des sujets aussi variés tels que les traumatismes, les blessures, les secrets de famille, les mémoires héritées et tant d'autres. Voici un autre épisode de podcast à écouter attentivement si tu veux reprendre du pouvoir sur ta vie, guérir ou en tout cas amorcer le changement et trouver ta voie personnelle. Bonjour Elisa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors, donc en quelques mots, je m'appelle donc Elisa Hérin et je suis hypnothérapeute mais aussi énergéticienne. Donc j'accompagne maintenant depuis plusieurs années des personnes grâce aux séances à distance un peu partout dans le monde sur des thématiques très variées comme par exemple le stress, les traumatismes, la dépression, les schémas répétitifs, les blocages, mais aussi les mémoires transgénérationnelles, les relations toxiques, les histoires familiales difficiles, les relations karmiques, les vies antérieures, les reconversions professionnelles, le manque de confiance en soi, etc. Je m'arrête là parce que la liste est très longue. Ça fait pas mal de choses et c'est très intéressant puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu, c'est l'ère du temps. Tout le monde veut un peu se reconnecter à soi-même dans cette société. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir hypnothérapeute, de devenir coach ? Alors en fait, moi j'ai l'impression que c'est vraiment plein d'éléments de ma vie, plein de faits de vie qui m'ont poussée en fait à le devenir. Alors je vais commencer déjà par le fait que je suis passionnée depuis toujours par l'humain, par l'histoire de l'humain, tout ce qui est accompagnement, psychologie, les thérapies. Aussi tout ce qui est famille, relations familiales, transmission familiale. Exactement. Tout ce qui est transgénérationnel, les lignées familiales, l'âme aussi, la spiritualité, les vies antérieures. D'accord. Et en fait, c'est donc suite notamment à des expériences de vie difficiles, aussi des traumatismes, et à des ressentis particuliers depuis mon enfance que j'ai pu expérimenter en fait différentes thérapies. Donc je vais peut-être commencer par expliquer un peu justement mon parcours professionnel. Oui. Alors il est assez classique parce que suite à de longues études en commerce international, j'ai travaillé en fait pendant plus de 10 ans dans des grands groupes internationaux, en France et à l'étranger. Et j'aimais vraiment mon métier, mais je sentais que c'était pas encore vraiment mon métier de cœur. Et depuis toute petite, les personnes en fait autour de moi, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, d'ailleurs souvent plus âgées que moi, venaient tout le temps se confier à moi. Voilà, que ce soit donc notamment au travail, des collègues ou des fois des clients, etc. C'était vraiment des situations très très récurrentes. Ouais, t'étais très à l'écoute, t'as une écoute active. Oui, c'est ça, j'étais à l'écoute, mais je me retrouvais dans des situations des fois assez marrantes, notamment dans le domaine personnel, où je pouvais me retrouver à des soirées où tout le monde faisait la fête, et je me retrouvais toujours à un moment donné avec quelqu'un qui venait me parler, qui venait me confier toute sa vie avec des choses difficiles et qui se mettait presque à pleurer. Et pourquoi toi ? C'est la question que je me suis posée, je ne comprenais pas. Alors moi j'écoutais et puis voilà, j'ai toujours eu énormément d'empathie, donc j'aimais bien écouter les personnes, j'aimais bien que entre guillemets on passe un beau moment d'échange. Et il y a pas mal de personnes qui me disaient justement à chaque fois c'est très bizarre, mais le fait de t'avoir parlé, je me sens mieux. Bon. Et sauf que moi, des fois, je me sentais pas très bien, sans savoir pourquoi. Bon, après, j'ai compris, c'est lié à l'énergétique, mais je vais peut-être l'expliquer un petit peu après. Voilà. Et notamment, lors de ma dernière expérience professionnelle, j'ai des collègues qui me faisaient beaucoup rire, parce qu'en fait, dans l'entreprise où j'étais, j'avais un bureau donc pour moi toute seule.
Et il venait très souvent se confier dans mon bureau, et c'était devenu une habitude, il fermait la porte, etc. Il s'asseyait en face de moi et commençait la discussion. Donc ça m'a beaucoup fait rire, mais en fait je me suis rendu compte que c'était des situations que je connaissais en fait depuis mon enfance. Voilà. Intéressant. Voilà. Et j'ai toujours donc adoré les livres, surtout autobiographiques. Et j'avais commencé depuis des années à dévorer des livres de psychologie, de développement personnel, des livres aussi bien sûr sur la spiritualité, etc. Et je les lisais avec une telle facilité, une telle passion que je voyais jamais le temps passer en fait en lisant ces livres. Super. Et donc j'ai eu ensuite une merveilleuse opportunité professionnelle, et j'insiste sur ce mot opportunité professionnelle, qui était en fait la fermeture de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Parce que oui, c'est une opportunité professionnelle. On aurait pu penser croire que c'est la fin. Oui, c'est ça. Voilà, que vraiment ça devait arriver à ce moment-là. Donc, comme je le dis, j'ai eu beaucoup de chance quelque part, parce que j'étais déjà depuis pas mal de temps en train de me poser justement cette question de reconversion pour être thérapeute. Et puis là, comme je le dis, on m'a déroulé un tapis rouge, qui n'est pas toujours facile à emprunter, mais il était là. Donc, du coup, j'ai saisi l'occasion et déjà, j'ai écouté l'appel profond de mon âme pour faire un voyage aussi, avant d'entamer ma reconversion. Un voyage qui me tenait énormément à cœur, en immersion totale en fait dans la jungle amazonienne. Oh, wow. Voilà, pour justement me retrouver moi-même avant tout ça. Et puis ensuite, j'ai pu entamer donc ma reconversion professionnelle où, voilà, mes amis, ma famille le savent, j'y ai investi tout mon temps, toutes mes économies et toute mon énergie. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des capacités de soins énergétiques naturelles. Voilà. Mais il m'a fallu du temps, et je dirais beaucoup de temps, pour les accepter. Et en fait, pour m'accepter, pour accepter aussi cette part de moi. Voilà. Et j'ai commencé donc à pratiquer des soins énergétiques de manière complètement intuitive, en fait, sur toi-même ? Sur mon entourage surtout. D'accord. Donc en présentiel, mais aussi sur d'abord de la famille, ensuite des amis, à distance. D'accord. Voilà. Et j'ai fait ça, mais vraiment, de manière complètement intuitive. Mais complètement intuitive, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, mais je savais qu'il fallait faire telle ou telle chose. Et puis, dans les retours que je recevais, ça confirmait que d'accord. Du coup, ça fonctionnait. Et comme je pense pas qu'il y ait vraiment de hasard dans la vie, j'ai eu mon père qui est tombé gravement malade, et ce qui m'a demandé de pratiquer en fait beaucoup de soins sur lui, ainsi en fait que sur d'autres proches de ma famille. Et j'ai eu des merveilleux résultats. Et c'est là que j'ai décidé, en fait, suite à ça, d'affiner donc ma pratique et de me former aussi aux soins énergétiques. D'accord. Est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est, justement, les soins énergétiques ? Oui, on peut définir en quelques mots. Alors, les soins énergétiques, en fait, on vient travailler tout simplement sur l'énergie d'une personne. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est composé donc de 99 fois plus d'énergie que de matière. Oui. Et du coup, par rapport à ce qu'on traverse, par rapport au fait de vie, on peut se retrouver à avoir certains blocages énergétiques qui peuvent se retranscrire en fait dans le corps, qui peuvent devenir donc physiques. Des blocages aussi donc énergétiques, mais liés à des émotions. On peut aussi cumuler beaucoup d'énergie négative. Et en fait, les soins énergétiques viennent principalement rééquilibrer en fait l'énergie justement des différents centres énergétiques du corps, et notamment des centres principaux qu'on appelle les chakras. D'accord, très bien, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une blessure, un traumatisme transgénérationnel, une mémoire héritée ? Est-ce que c'est synonyme ? Est-ce qu'on peut définir les termes ? Oui. Alors, déjà, je vais commencer par définir ce qu'est le transgénérationnel. D'accord. Donc, ça correspond en fait à ce qui se transmet de génération en génération. Et nous héritons en fait de bien plus que d'un trait physique ou par exemple d'un caractère d'un ou d'une ancêtre.
Donc chaque famille possède en fait son histoire, ses valeurs, ses croyances, mais aussi ses traumatismes qui influencent la façon de vivre et de se comporter en fait de chacun de ses membres et de ses descendants. On peut définir les blessures transgénérationnelles comme des expériences en fait traumatiques qui ont laissé des blessures émotionnelles qui s'étendent donc aux générations suivantes, et même si ces dernières n'ont pas expérimenté directement les traumatismes. Notre famille et nos ancêtres sont en fait notre base et ils nous construisent psychologiquement. D'accord. Que nous le voulions ou non, on va subir les conséquences de ce qu'ils ont vécu, mais aussi pas pu vivre, et on va hériter aussi de merveilleuses choses. Donc ils viennent nous influencer consciemment et inconsciemment dans notre vie. D'accord. On va hériter d'ancêtres parfois même très lointains, de leurs valeurs, leurs croyances, leurs talents, leurs connaissances, leurs capacités, leurs savoirs, leurs aptitudes. Mais parfois aussi, et ça fait partie du package, de leurs blessures, de leurs émotions, de leurs traumatismes, et en fait de ce dont ils n'ont pas pu se libérer. Donc les traumatismes, mais aussi les loyautés familiales invisibles, c'est-à-dire des fidélités inconscientes à un ancêtre, peuvent se manifester à travers des comportements, des blocages, des autosabotages, des croyances limitantes, parfois aussi à travers le corps, etc. D'accord. Et je précise ici que nous n'héritons pas tous exactement de la même manière d'une mémoire transgénérationnelle. En fait, parfois, ça peut sauter une ou plusieurs générations, et ça peut également ne pas concerner de la même manière, ou forcément, vos frères et sœurs. D'accord. Et je précise ici, et j'aime beaucoup le répéter, car je le constate très souvent en consultation, que la personne qui hérite d'un traumatisme transgénérationnel est en fait celle qui est la plus à même de s'en libérer. Et ça, on le vérifie aussi à un niveau spirituel. Ce que nous vivons comme des obstacles sont en réalité des opportunités choisies par notre âme pour nous faire travailler et évoluer. Et le travail de libération des héritages transgénérationnels négatifs, il vous permet, selon les cas, donc de résoudre des difficultés, comme je l'ai déjà un petit peu cité avant, de schémas répétitifs, d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de freins, de peurs, de blocages, mais aussi des histoires de place, des histoires d'identité, que ce soit dans la société, le couple, au travail ou autre, mais aussi d'acceptation de qui vous êtes et d'où vous venez, et bien plus encore. D'accord. Donc c'est possible que dans une famille avec plusieurs frères et sœurs, qu'une sœur ou qu'un frère ait plus de blessures transgénérationnelles qu'une autre. Oui, exactement. Et cela sera justement, quelque part, le choix de son âme, parce qu'il ou elle est venu pour travailler spécifiquement cette thématique. Et aujourd'hui, Elisa, comment on peut reconnaître une blessure transgénérationnelle ? Comment se transmet justement cet héritage familial, puisque quelque part c'est un peu invisible ? Alors, pour l'identifier, c'est très simple. Il y a 4 possibilités. Donc la première possibilité, ça peut être à partir du moment où vous vous posez la question suivante. Je fais tout pour que ça aille mieux dans ce domaine, mais ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. Pourquoi ? Très bonne question. Voilà. La deuxième, ça va être quand vous ressentez que votre passé familial ou de certains ancêtres vient influencer de manière négative votre vie et freiner, voire bloquer votre évolution. La troisième, ça va être à partir du moment où vous constatez que des choses se rejouent, se répètent au niveau familial. C'est également parce qu'un fardeau émotionnel n'a pas été réglé ou libéré et donc il a été transmis. Et ici, je précise toujours que bien sûr, il est transmis de manière involontaire. Et la quatrième, ça va être aussi parfois quand vous ne pouvez pas expliquer ce qui vous arrive, et souvent de manière répétitive, quand vous vivez des choses en fait graves également, il peut s'agir d'une réplique ou d'une conséquence de ce qui est arrivé dans vos lignées familiales. Donc il y a des chances pour que cela vienne d'un héritage émotionnel de votre famille. Et je précise ici que parfois,
il peut aussi s'agir d'une mémoire karmique, c'est-à-dire liée à des événements de votre vie à vous, de votre vie actuelle, ou alors liée à une vie antérieure. D'accord. Très bien, donc dans ce cas-là, il faut aller revisiter un peu ses vies antérieures. C'est ça, voilà. D'accord, très bien. Pour aller voir ce qui est venu provoquer tout ça et pour faire un travail de libération. D'accord, très bien. Est-ce que, Elisa, il y a un lien entre les schémas répétitifs dans une vie et les blessures transgénérationnelles, par exemple les mêmes dates de naissance, les mêmes expériences, les mêmes enseignements suite à des expériences, les mêmes prénoms aussi? Oui, alors souvent il peut y avoir effectivement un lien entre les schémas répétitifs et les blessures transgénérationnelles. Comme je l'ai un petit peu expliqué avant, tant qu'une blessure en fait n'est pas guérie ou qu'une leçon entre guillemets n'est pas comprise, eh bien les mêmes expériences vont se présenter. Donc dans les exemples que tu as donnés, effectivement, les prénoms aussi sont importants. Ils peuvent venir aussi influencer en fait, toute notre histoire, surtout s'ils appartiennent à un ou à une ancêtre. Et je tiens à préciser qu'une blessure transgénérationnelle ou qu'un schéma répétitif, eh bien en fait, ils peuvent avoir lieu dans d'autres domaines, mais aussi de manière inversée. Donc là, je vais expliquer ces deux cas avec des exemples. Donc dans le premier cas, où j'explique que ça peut avoir lieu dans un domaine autre, je vais donner l'exemple d'une blessure transgénérationnelle liée à la guerre, qui peut avoir des répercussions dans le domaine amoureux de descendants. Donc ça peut être un traumatisme d'avoir perdu des êtres chers ou vu la mort de près d'un ou d'une ancêtre, qui peut venir créer en effet des blocages d'engagement amoureux dans les descendants. Et par rapport au fait que donc, une blessure transgénérationnelle ou qu'un schéma répétitif peut avoir lieu de manière inversée, je vais déjà expliquer en fait qu'on pense souvent que l'histoire va être copier-coller. Et ça peut être différent puisqu'elle peut se reproduire de manière copier-inversée, on va dire. Donc je vais expliquer maintenant ce que j'entends par de manière inversée. Alors, c'est-à-dire qu'au lieu de se produire de manière copier-coller, une blessure transgénérationnelle ou un schéma répétitif peut en fait se reproduire en copie inversée. Donc, je vais ici prendre l'exemple d'un schéma victime et persécuteur ou bourreau pour illustrer mon propos. Donc, pour une ancêtre ou un ancêtre qui a eu un rôle de victime, on peut se retrouver en tant que descendant à être persécuteur ou à rejeter l'autre. Et ça aussi, en fait, c'est une conséquence d'une blessure transgénérationnelle. Car pour éviter en fait d'être victime, on va choisir souvent inconsciemment pour se protéger l'autre camp et devenir persécuteur ou bourreau ou toxique. Et là aussi, un travail sera important, car le but, ça va être de trouver son équilibre en fait entre victime et bourreau. D'accord. Donc quelque part, est-ce que ce n'est pas une justice entre guillemets de la vie ? C'est-à-dire d'être bourreau dans une autre vie et d'être ensuite victime. Alors, le mot justice est peut-être un petit peu fort, et puis tout dépend de son rythme d'évolution. C'est vrai que ça peut faire partie de l'évolution si on choisit quelque part, si notre âme choisit d'être persécuteur. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis juste en train de dire qu'il y a un apprentissage qui peut se faire. Mais parfois, l'évolution se fait dans la même vie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est persécuteur, bourreau ou même toxique. Et on va pouvoir faire un travail justement pour évoluer, pour ne plus l'être dans une même vie. D'accord. Et par rapport au prénom, est-ce que, par exemple, si on porte le prénom, moi je sais que je porte 2 prénoms, de ma grand-mère et de ma tante, est-ce qu'il y a un lien avec leur personnalité, avec ce qu'elles ont vécu ? Alors, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait un lien donc inconscient. D'accord. Et ça se peut aussi que dans nos familles, il y ait eu un ancrage. C'est-à-dire en disant, de toute façon, tu es comme ta tante, de toute façon, tu es comme ta grand-mère. Et plus on va le répéter, notamment en enfant, plus l'enfant, il va le croire. Et l'enfant qui cherche l'amour de ses parents, il va chercher quelque part à leur faire plaisir et il va se dire, si mes parents pensent ça de moi, c'est que quelque part, c'est peut-être bien, donc je vais être comment ils veulent que je sois. D'accord. Voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, Elisa, comment on peut reprendre le pouvoir, guérir, vivre sa propre vie justement et pas une vie qui soit la conséquence d'un ancêtre? Alors, c'est très simple, pour reprendre entièrement les rênes de sa vie, eh bien, ça va demander de travailler sur soi. Et pour cela, il va falloir aller identifier tout ce qui nous freine, tout ce qui nous influence de manière négative, et que cela soit conscient ou inconscient. Et je précise ici que en prendre conscience, c'est très bien, c'est une première étape, mais ça ne va souvent pas suffire. Il faut travailler dessus. Voilà. Donc ensuite, il va falloir aller faire un travail de libération sur tout ce qui vient nous empêcher de nous réaliser. Et que cela soit hérité ou non d'ailleurs, en allant, et j'insiste ici, bien travailler sur l'origine de ce qui est venu provoquer tout ça. Qu'il s'agisse donc de peur, de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de blocages, de traumatismes et encore bien d'autres choses. D'accord. Et comment justement aller à l'origine de cette blessure? Parce que je pense que c'est le plus difficile. Alors justement, c'est mon métier. Donc du coup, moi j'accompagne les personnes en leur posant des questions spécifiques ou en allant des fois rechercher un petit peu dans les mémoires. D'accord. On peut aussi faire un travail, notamment en hypnose, en symbolique. Et là, je vais donc donner l'exemple qui revient de temps en temps en symbolique, où la personne en séance va se retrouver face à un coffre qui va donc symboliser en fait un secret de famille. Et elle va ouvrir ce coffre, et de ce coffre, j'ai eu assez souvent comme une colombe, un oiseau qui sort, ou parfois de la fumée. Et en fait, c'est simplement un secret de famille qui demandait à être libéré. Libéré, ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant. Ça veut dire qu'il est libéré, il n'a plus à être un poids en fait sur les lignées familiales. Je propose aussi des reconnexions entre consciences, où on peut aller se connecter en toute sécurité à la conscience d'ancêtres. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à transmettre. Et là aussi, tout comme un travail donc sur les vies antérieures, on ne force jamais rien, on laisse toujours venir ce qui doit venir. D'accord, très intéressant. Alors Elisa, en t'écoutant, je me dis qu'il y a de l'espoir, qu'on peut guérir. Et pour les auditeurs qui nous écoutent sur Médita, est-ce que tu peux nous donner des exemples de clients que tu as eu, qui ont réussi à guérir de mémoire héritée? Alors oui, je peux donner des exemples. J'en ai tellement qu'il va falloir que je fasse un choix. Voilà. Bon, je vais essayer de donner des exemples que j'ai eus donc plusieurs fois. D'accord. En accompagnement. Pour commencer, je vais donner l'exemple d'une femme qui s'était retrouvée dans des environnements d'entreprise très toxiques où elle était constamment rabaissée, voire carrément humiliée. Et elle avait du coup énormément perdu confiance en elle et elle n'arrivait pas à changer de travail. Et lors du travail thérapeutique, il est ressorti qu'elle se sentait traitée comme une esclave. Et on a pu donc remonter dans ses lignées familiales au fait qu'elle était descendante d'esclaves. Donc nous sommes allés travailler à la libération en fait de ces lourdes mémoires transgénérationnelles en faisant également un travail sur ses ancêtres, puis sur sa confiance en elle. Et elle a pu m'annoncer ensuite qu'elle avait retrouvé un emploi à un poste valorisant où elle se sentait enfin à sa place et surtout respectée. Wow. Voilà. Mais c'est fou en fait que je me dis que ce passé d'esclavage à des mémoires qui aujourd'hui ne sont pas vraiment conscientes. Oui, voilà. Oui, elles ne sont pas conscientes, mais elles sont là. Oui, elles sont là. Et elles ont des conséquences. Exactement. Et effectivement, dans toutes les familles et dans toutes les lignées familiales, il y a des traumatismes. Il y a des histoires, peu importe l'origine ou la couleur de peau, il y a des histoires de guerre, il y a des histoires d'esclavage. Voilà, donc on est tous concernés par toutes ces histoires-là. Parce que aussi, on est tous humains, on est tous concernés par l'humanité.
Et ça fait partie aussi des mémoires qui sont liées à l'inconscient collectif, parce qu'on parle beaucoup d'inconscient familial, Exactement. mais il y a aussi l'inconscient collectif qui vient jouer et qui vient nous influencer. Voilà. Parce que c'est un très bel exemple. Voilà, je vais en donner un deuxième je veux bien, qui est aussi assez parlant et que j'ai eu de nombreuses fois en accompagnement. Donc c'était l'exemple d'une femme qui ne rencontrait que des hommes toxiques et qui la rendait donc très malheureuse. Et elle est venue me consulter après une rupture très difficile. Au cours du travail thérapeutique, en fait, on a pu identifier qu'elle avait hérité de cette mémoire de sa grand-mère et de sa mère, qui avaient elles-mêmes été toutes les deux en couple avec des hommes toxiques. Et elle vivait donc ces schémas répétitifs liés à cette mémoire sans le vouloir. Elle a pu s'en libérer en faisant un travail sur elle, et elle est aujourd'hui très heureuse et en couple, et vit avec son nouveau compagnon, qui, pour reprendre ses propres mots, n'a rien à voir avec tous les hommes qu'elle avait rencontrés avant, et qui est quelqu'un de bien et de sain. Wow. Elle reproduisait le schéma familial justement des femmes. Oui. Alors qu'elle m'avait bien dit qu'elle, justement, elle souhaitait rencontrer l'amour, elle souhaitait rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de sain, mais elle n'y arrivait pas. Et elle tombait que, justement, sur des hommes toxiques. C'est qu'il y avait encore quelque chose à libérer. Oui, mais je me dis que c'est fou à quel point l'inconscience nous joue des tours. Oui, c'est ça, oui, complètement. Parce que consciemment, on se dit, je vais être dans une bonne relation, une relation saine, mais c'est pas ce qu'on fait. Non. Parfois, il y a aussi des personnes qui viennent me voir en disant « je comprends pas, je tombe que sur des personnes qui veulent pas s'engager, moi je veux m'engager ». Et voilà, on peut tomber sur des mémoires où justement on se rend compte que dans la famille, il y a eu des traumatismes qui font que la personne, certes, consciemment, elle veut s'engager, mais dans son inconscient, il y a quelque chose qui lui dit « attention, si tu t'engages, il y a tellement de risques et tu vas souffrir, donc non ». Et l'inconscient va tellement influencer les comportements et aussi toute la part énergétique qui fait que la personne, elle va attirer énergétiquement ce qu'elle vibre, c'est-à-dire « je ne veux pas m'engager ». Voilà. C'est fou. Ouais. Donc je vais donner un troisième exemple aussi par rapport à un traumatisme familial précis, mais là j'ai eu d'autres cas d'anxiété liés à d'autres traumatismes. Donc j'ai reçu une femme qui souffrait en fait d'anxiété. Et elle m'avait expliqué que cette anxiété s'était développée dans plusieurs domaines de sa vie et qu'en fait au fur et à mesure des années ça s'aggravait. Et elle avait peur, comme elle me l'a dit elle-même, de tout. Et notamment peur surtout d'avoir un accident et en fait de mourir. Et au cours du travail thérapeutique de recherche, est ressortie une mémoire traumatique liée à son père. Donc elle avait hérité de son père, qui avait failli mourir enfermé, qui s'était retrouvé très longtemps enfermé sans pouvoir se nourrir. Et on a pu donc aller travailler à la libération de cette mémoire traumatique. Et j'ai été tellement ravie d'apprendre ensuite qu'elle a pu reprendre des activités qu'elle n'avait pas osé faire depuis des années à cause de son anxiété. Wow. C'est fou en fait, à quel point c'est important d'aller travailler sur soi et d'aller revisiter en fait ses mémoires. Oui, c'est ça. D'aller revisiter ses mémoires et pour aller les libérer. Ouais. Et comme j'aime aussi l'expliquer en séance, quand on fait un travail sur soi, on fait aussi un travail pour les générations futures, pour les descendants, mais pas que. Parce que quelque part, comme on vient libérer quelque chose, on vient libérer quelque chose qui n'a pas pu être libéré par un ancêtre. Donc quelque part, on vient aider l'âme de l'ancêtre à s'alléger également. Tout à fait. Est-ce que finalement, la question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est toutes ces personnes dans cette société qui ont des blocages, des schémas répétitifs, des situations qui ne parviennent pas à évoluer, même quand les opportunités sont là, elles repartent aussitôt qu'elles viennent. Est-ce que c'est lié finalement à cet héritage familial Alors ça peut être lié à cet héritage familial. Ça peut aussi être lié à des faits de vie, comme j'expliquais, c'est ce que j'appelle les mémoires karmiques, c'est-à-dire ce qui se passe déjà dans notre vie actuelle. Parfois c'est lié à des traumatismes d'enfance.
Et traumatisme, on pense des fois à des accidents graves, mais un traumatisme, ça peut être quand on était enfant et quand on a eu, par exemple, une critique ou quelque chose de très très difficile à entendre pour un enfant. Ça peut être un traumatisme pour un enfant. Voilà. Et ça peut être lié aussi aux vies antérieures, de ce qui s'est passé ou de ce qui n'a pas pu se passer dans une vie antérieure. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, Elisa, est-ce que tu considères que tu as réalisé ton why, ton pourquoi, ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur Terre? Alors, complètement. Génial. Voilà, donc je me rends compte en fait que depuis toujours, Oui. j'avais été poussée en fait à faire ce métier, mais que je devais passer par différentes étapes d'apprentissage en fait de la vie, différentes étapes d'évolution, des épreuves aussi, et de travail sur moi-même, justement. Et je suis aujourd'hui pleinement épanouie dans ce que j'appelle mon métier de cœur, où je me sens totalement à ma place. Génial. Et j'ai des retours absolument merveilleux, et ainsi qu'un bouche à oreille aussi extraordinaire. Et je suis ravie de pouvoir accompagner tous les jours des nouvelles personnes qui font appel à moi, notamment grâce aux séances à distance, à l'autre bout du monde. J'ai la chance donc d'accompagner des francophones, mais aussi des germanophones, aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Afrique, aux Antilles, et en fait un petit peu partout en Europe. J'ai des personnes aussi, énormément, à Paris maintenant, qui font des séances à distance, des fois qui sont dans le même quartier que mon cabinet, mais qui font des séances à distance, parce que c'est vrai que quand on est chez soi, on est bien au chaud, on est en sécurité, et, au moins à la fin de la séance, on est déjà chez soi. Voilà. D'accord. Et j'ai donc une profonde gratitude que j'exprime tous les jours pour avoir trouvé ma place, pour accompagner toutes ces belles personnes et bien faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire accompagner les personnes avec mon cœur sur leur chemin d'évolution. Donc je voudrais bien préciser ici que tout est possible. Et j'aimerais vraiment donner de l'espoir à des personnes qui traversent des périodes très compliquées et qui pensent qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'en fait, il y en a des solutions. Super. Génial. En tout cas, merci beaucoup, Elisa. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir également. Et je pense que les auditeurs vont adorer. Super, j'en suis ravie. Merci.